L'échec de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est devenu un véritable casse-tête pour Donald Trump. L'administration américaine n'a jusqu'à présent trouvé aucune solution lui permettant de sortir la tête haute de ce conflit très impopulaire dans le pays alors que l'horloge tourne. Les élections de mi-mandat se dérouleront en novembre et s'annoncent catastrophiques pour les républicains. Alors les grandes menaces de Donald Trump de faire disparaître la civilisation iranienne, de mener des frappes massives contre les infrastructures du pays ou encore de mettre fin à toute négociation n'ont plus de poids et ont été jetées aux oubliettes. Ce qui est la pire chose qui pouvait arriver à un président américain, perdre sa crédibilité. Nous ne faisons pas trop d'efforts, nous négocions avec eux de façon partielle. Nous ne faisons qu'observer l'Iran avec son énorme inflation et son manque d'argent. Ce changement de ton n'est en rien lié à un soudain accès d'humanisme. Washington n'a simplement plus le choix. Les stocks de missiles ont fondu comme neige au soleil, que ce soit la défense antiaérienne ou les missiles de précision longue portée Tomahawk, la limite critique a été franchie. Cette situation ne peut même plus être masquée par la colère de Trump et les pressions contre les journalistes qui publient à ce sujet. Il a même ordonné une vaste enquête interne pour traquer les fuites au sein de son propre gouvernement et exige des poursuites pénales. Sans succès. Les bombardements contre l'Iran ont englouti des milliers de missiles valant chacun plusieurs millions de dollars, composés de pièces de précision provenant d'un vaste réseau mondial de fournisseurs et dont la fabrication peut prendre des années. La défense contre les frappes de riposte iraniennes a fortement entamé les stocks américains de missiles de défense antiaérienne, au point d'inquiéter en privé de hauts responsables de l'administration Trump et de conduire les États-Unis à retarder certaines livraisons destinées à leurs clients européens et asiatiques. De même en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Les États-Unis avaient, en juillet, rétabli leur blocus naval total contre l'Iran suite à des frappes contre des navires qui tentaient de passer par des routes autres que celles mises en place par Téhéran après le mémorandum d'accord de juin. Mais dans les faits, ce blocage est lui aussi un échec, malgré les moyens employés. Maintenir 20 navires de guerre dans la zone coûte des dizaines de millions de dollars chaque jour. Le CENTCOM annonce avoir dérouté 55 navires commerciaux, en avoir neutralisé 2 et en avoir abordé 2 autres pour s'assurer du respect des règles, sans aucun impact visible sur la position de l'Iran. Le passage sud du détroit d'Ormuz reste libre et ouvert à tous les navires commerciaux souhaitant emprunter cette voie maritime internationale. Au cours des 3 derniers mois, les forces américaines ont aidé plus de 1000 navires à franchir le détroit en toute sécurité malgré l'agression injustifiée de l'Iran. Ces transits se poursuivent encore aujourd'hui. En réalité, c'est clairement l'Iran qui mène la danse sur la question du détroit. Et Téhéran le sait parfaitement. Depuis des mois, il négocie avec Oman, le seul autre pays riverain de ce passage critique, pour mettre en place une route commerciale commune. Et donc, percevoir des taxes à terme sur chaque navire qu'il emprunte. Un pouvoir que l'Iran n'avait pas avant cette guerre. Mais surtout, Téhéran lie directement la réouverture du détroit au comportement des États-Unis. Il dicte clairement ses conditions sous l'œil médusé de ceux qui ne pouvaient imaginer la première puissance mondiale ainsi humiliée. Corriger leur comportement signifie que l'Iran ne doit plus jamais être menacé ni humilié, que l'agression contre l'Iran et ses alliés doit cesser définitivement, que le blocus naval doit être levé, que les forces navales et aériennes des États-Unis doivent se retirer des environs de l'Iran, que les dommages de guerre doivent être indemnisés, que les sanctions doivent être levées et que les avoirs iraniens gelés doivent être débloqués. Les cartes sont clairement posées sur la table. Via des intermédiaires, l'Iran veut forcer les États-Unis à reconnaître leur échec et à accepter des conditions qui paraissaient insensées fin février. Mais Téhéran a montré une solidité et une détermination dépassant toutes les prédictions. Pendant ce temps, les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi pour atteindre 84,22 $ le baril. L'optimisme concernant un accord pour ouvrir le détroit étant tempéré par l'insistance de l'Iran à ce que les États-Unis satisfassent à toutes ces exigences. Des prix qui mettent la pression sur la Maison-Blanche, car les alliés s'impatientent. Et l'électorat américain aussi. Échec et mat ? Monsieur Silaoui, bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, on a fait donc toute cette guerre pour finalement rouvrir le détroit d'Ormuz qui était ouvert, il faut le rappeler, il y a à peine 8 mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout cette déclaration de Donald Trump qui est prêt finalement, qui serait prêt à abandonner le deal nucléaire juste pour espérer de revenir à un cours de brut correct. Je pense que c'est absurde pour Donald Trump
qui parle toujours d'une victoire flagrante. Or, la vraie victoire, c'est une victoire iranienne, comme vous venez de le dire. Le détroit d'Ormuz était ouvert, il n'y a aucun problème, mais après l'agression américaine, je rappelle que la guerre de Donald Trump n'est pas légitime, n'est pas légale, Donald Trump a bafoué le droit international, il n'y a pas une résolution au sein du Conseil de sécurité qui légitime cette guerre, mais aujourd'hui, Donald Trump est face à des grands défis. Premièrement, et son grand ennemi, c'est l'inflation. L'inflation, le citoyen américain est touché directement dans sa vie quotidienne à cause de la guerre de Donald Trump contre l'Iran. Aujourd'hui, il paye plus que 50% de son essence chaque jour. Et quand on parle d'une augmentation de 50% d'essence, ça veut dire tout va augmenter parce que tout est lié à l'énergie et au transport. Donc, le contribuable américain, le citoyen américain, l'électeur américain, aujourd'hui, il est très, très fâché contre la guerre de Donald Trump. Deuxièmement, au plan technique, militaire, on parle aujourd'hui du manque de munitions américaines. Les forces militaires américaines n'ont pas la capacité de frapper encore fort l'Iran ou de lancer une guerre longue contre l'Iran. Même le chef d'état-major des armées américaines a dit à Donald Trump, il faut trouver une issue politique, il faut trouver une solution politique, il faut arrêter cette guerre. Mais Donald Trump, orgueilleux, il veut toujours parler d'une grande victoire et que c'est la presse américaine qui veut pas lui donner cette grande victoire contre l'Iran, mais les chiffres, ils sont là, inflation, le citoyen américain souffre et manque de munitions. Qu'est-ce qu'il va présenter en tant que victoire Donald Trump à ses électeurs en novembre 2026, selon vous? À mon avis, pas grand-chose, hein, puisque c'est quoi les grands objectifs de cette guerre? Au début, Donald Trump et Netanyahu ont parlé qu'ils vont éliminer le régime iranien. Or, on voit bien que le régime iranien est consolidé, il y a un esprit de corps, il y a une solidarité entre le peuple, le gouvernement et les dirigeants, et ça c'est normal. Les nations, pendant une agression militaire de l'extérieur, oublient leur différence à l'intérieur afin de renforcer leur défense. Donc, cet objectif n'a pas été réalisé. Deuxièmement, le nucléaire iranien. Mais le nucléaire iranien, les Iraniens, ils ont toujours, on ne veut pas de cette bombe nucléaire. Peut-être aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Troisièmement, il faut que l'Iran arrête ses relations avec ses alliés. Il ne soutient plus ses alliés. Les Iraniens, ils ont continué à soutenir leurs alliés, y compris le Hezbollah au Liban, le Hashd al-Sha'bi en Irak, ou les Houthis au Yémen. Donc, tous ces objectifs, finalement, n'ont pas été réalisés. Aujourd'hui, comme vous voyez, toujours, les pourparlers sont focalisés sur le détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz était ouvert, il n'y avait pas un problème de détroit d'Ormuz avant cette guerre. Pourquoi du côté iranien ne pas dire qu'on accepte finalement que l'AUA fasse des inspections, par exemple, de redonner une partie d'uranium enrichi et puis finalement garder, comme l'a proposé Donald Trump, une partie du contrôle du détroit d'Ormuz et partager les finances du passage des bateaux ensemble. Ou alors le nucléaire aujourd'hui pour les gardiens de la révolution islamique prévaut sur tout le reste. Quel est votre avis? Évidemment, les gardiens de la révolution islamique sont l'acteur majeur et le plus puissant, le plus fort aujourd'hui en Iran parce qu'ils ont relativement gagné cette guerre. Comment ils ont gagné cette guerre? Par la résistance. Par la résistance et le fait que Donald Trump n'a pas réalisé ses objectifs. Il y a plusieurs dossiers. À mon avis, le dossier du détroit d'Ormuz aujourd'hui que Donald Trump propose de partager la recette de droit d'Ormuz, moi je pense que ça c'est ridicule, parce que les États-Unis d'Amérique sont très très loin de détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est partagé entre l'Iran au nord et
le sultanat d'Oman au sud, c'est uniquement à eux seuls de voir comment techniquement pourront faire passer les navires et les pétroliers du détroit d'Ormuz. Donc, moi, je pense que Donald Trump, finalement, n'a pas réalisé ses objectifs, mais il est orgueilleux. Il peut pas dire que j'ai subi une défaite. Il doit parler des victoires et des victoires imaginaires. Et c'est la presse américaine qui parle de ces défaites. Donc, à mon avis, elle est dans l'embarras. Elle est dans une situation très difficile. On va voir les lecteurs américains bientôt comment va réagir contre cette guerre de Donald Trump. À mon avis, c'est une guerre perdue sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan militaire et sur le plan aussi stratégique. Merci beaucoup Riyad Sidaoui pour ce décryptage. Je rappelle Riyad Sidaoui, expert du monde arabe et directeur du CARAPS, en direct avec nous ce soir depuis Genève, Suisse, pour parler de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Merci encore à vous.